comme ça à peu près? La distance, Oui, je crois que ça va. tout le monde entend? Je vous remercie, madame, pour votre accueil. Je remercie la Cité des Sciences. Et il me revient aujourd'hui dans un temps qui est en effet limité, 1 heure, et quelques questions, il me revient d'essayer de réfléchir avec vous, que je remercie présent. Il me revient de réfléchir avec vous sur cette formulation, n'est-ce pas, quand j'ai dit question actuelle, psychanalyse et neurosciences, question actuelle, c'est qu'en effet, il faut reposer, je crois, cette fois-ci les questions. Et il faut reposer les questions en ayant peut-être un peu plus de sérieux que ce qui a pu se faire ici ou là dans ces années récentes où on voulait toujours à tout prix un débat entre neurobiologie et psychanalyse, entre neurosciences et psychanalyse. Le temps n'est plus, comme je le dis dans l'argument, le temps ne me paraît plus être celui de ces polémiques idéologiques qui sont de luxe dans le monde que nous vivons. Les polémiques idéologiques sont du luxe par rapport aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et je crois le moment est peut-être venu, en effet, de poser les questions actuelles, peut-être actuelles au sens qu'elles sont aussi inactuelles, ces questions. C'est-à-dire, elles sont historiques, elles sont épistémologiques, et c'est par là que je voudrais commencer aujourd'hui. En effet, un mot seulement sur la façon dont les choses se sont présentées dans les années récentes, n'est-ce pas? Il y avait périodiquement l'annonce de la disparition de la psychanalyse. La psychanalyse va disparaître, n'est-ce pas? Et elle va disparaître notamment parce que les bases scientifiques sur lesquelles elle repose sont totalement dépassées. C'était un des arguments qui revenait constamment, et argument qui était en quelque sorte une balle qui a été reprise par un certain nombre de psychanalystes, notamment outre-Atlantique, mais aussi en Europe et chez nous. Balle qui a été reprise sous cette forme. Est-ce qu'il ne faut pas refonder la psychanalyse avec les nouvelles donnes des neurosciences, avec les nouvelles donnes de la neurobiologie en particulier, et de la neuropsychologie? Est-ce qu'il ne faut pas refonder la psychanalyse pour donner à la psychanalyse à venir, d'une part, sa possibilité de sortir de son ère freudienne, quitter Freud? Il faut quitter Freud, n'est-ce pas, disent certains, ce qui n'est pas mon avis. Et d'autre part, en donnant une base neuroscientifique nouvelle à la psychanalyse, tenter d'assurer la pratique psychanalytique, disons, d'une autre fiabilité que celle qui pouvait exister à Vienne en 1900. Alors, les problèmes se conjoignent, et je ne vais pas passer du temps devant vous à les développer tous, mais les problèmes se conjoignent parce que c'est dans un moment de crise de la psychanalyse, ou peut-être de la théorie psychanalytique, ou peut-être, et plus sûrement, de la pratique psychanalytique, mettons il y a une vingtaine d'années, c'est dans ce moment-là que se sont multipliées les tentatives pour établir des ponts entre neurosciences et psychanalyse. Alors là, n'est-ce pas, il y a une petite bibliographie qui est élémentaire dans l'argument qui vous a été remis. Beaucoup de personnes, notamment Marc Jeanneraud, ont eux-mêmes réfléchi à ces questions-là. Je pense ici au livre de Marc Jeanneraud, Esprit es-tu là, avec Jacques Hockman. Je pense à ce qui a été en 1990, même un peu avant,
le projet que nous avons mis sur pied avec la Revue internationale de psychopathologie, hélas, qui ne paraît plus, Revue internationale de psychopathologie qui rassemblait aussi bien un certain nombre de psychanalystes que de personnalités comme Alain Prochians, comme Jean-Didier Vincent et d'autres encore, n'est-ce pas, où nous réfléchissions ensemble sans préjuger des réponses. Nous réfléchissions ensemble une fois par mois, souvent jusqu'à 2 heures du matin. Nous réfléchissions ensemble, ce qui est un souvenir merveilleux que j'ai de ces années 90. Nous réfléchissions ensemble pour essayer de poser un certain nombre de questions et où nous arrivions d'ailleurs assez facilement à cet accord, qui n'était pas toujours partagé par Daniel Villecher, je dois dire, mais à cet accord, par exemple, avec Prochians ou Vincent ou d'autres, à cet accord qu'on peut communiquer d'autant mieux entre psychanalyse et neurobiologiste qu'on ne cherche pas à établir des ponts artificiels entre ces deux domaines. Pas question d'établir des ponts artificiels puisque les situations d'observation et de recherche sont totalement hétérogènes, les méthodes sont totalement hétérogènes, les modèles sont hétérogènes, les objets de connaissance sont hétérogènes. Pour dire les choses en un mot, n'est-ce pas, si Jouvet, microbiologiste, travaille sur le rêve du neurobiologiste Jouvet s'appelle aussi le rêve chez le psychanalyste, et même il peut y avoir des transferts de connaissances, mais en aucun cas, le rêve du neurobiologiste n'est le même que le rêve du psychanalyste. Il faut tenir ça fermement si on veut commencer à réfléchir ensemble, à dialoguer ensemble. C'est paradoxal, c'est l'hétérogénéité des champs et des domaines qui garantit une communication. Ce n'est certainement pas en disant « Ah, voilà, on a un modèle neurobiologique parfaitement valable qui va nous permettre de réformer la théorie de l'inconscient. » C'est important, ce préalable. Enfin, je tiens, on pourra le discuter si vous voulez, mais je tiens à le mettre en avant. Alors, pour ne pas trop consacrer de temps à ces généralités qui tout de même sont importantes, je voudrais revenir sur expliciter le titre du séminaire d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui, quel cerveau pour la psychanalyse, car la question a l'air d'être comme ça, assez frivole, si je puis dire. Je ne sais pas si je ferai mienne la formulation du cerveau intime. Je ne crois pas. Il n'en reste pas moins qu'il y a une question du cerveau qui est posée dès le départ dans la recherche freudienne. Et c'est pour ça que j'écrivais dans l'argument que nous avons à traiter des aspects historiques et épistémologiques du problème qui est engagé, n'est-ce pas, et qui sont engagés par la mise en regard de la psychanalyse de la neuroscience. L'intérêt de dire historique et épistémologique, ce n'est pas par nécessité de faire savant ou de faire érudit, c'est parce qu'il n'y a que cette façon-là aujourd'hui d'essayer de reformuler certaines questions, n'est-ce pas, qui permettrait un véritable échange entre neurobiologistes ou neurobiologie et psychanalyse. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, encore un dernier là, de présentation, j'ai dit en terminant, nécessité de prendre en compte une connaissance du psychique par les psychotropes,
oui, je crois, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de traiter cela aujourd'hui, oui, certainement, que c'est important. Je reprends ici pratiquement le titre d'un travail de Daniel Vidloché qui portait précisément sur la connaissance du psychique par les psychotropes. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, en effet, on voit un certain nombre d'actions qui sont produites par les psychotropes, donc par l'intelligence de certaines molécules. Hein. On le voit. Hein. On n'est plus même dans cette idée que la dépression se soigne avec des antidépresseurs. Ce sont des problèmes d'efficacité de certaines molécules. Et après tout, on n'est pas sûr de savoir ce que veut dire dépression ou ce que veut dire anxiété. On n'est pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Pas à partir du moment où certaines molécules agissent, et on sait de quelle façon elles agissent au niveau cortical, hein, que certaines molécules agissent et produisent en effet des effets que l'on dira, par exemple, anxiolytiques, par exemple, qu'on dira antidépresseurs. Mais les catégories anxiété, dépression, par exemple, pour prendre ces deux-là, qui, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, faisaient l'objet d'un colloque déjà avec Jacques Levinsky du Collège de France et quelques autres, où on essayait ensemble de savoir si anxiété et dépression étaient des catégories que l'on pouvait, au fond, rendre fiables dans une interrogation soit scientifique, soit psychanalytique. Et déjà, on se disait, après tout, on ne sait pas très bien ce que veut dire anxiété et dépression. Oui, on le sait parce que les sujets disent je suis anxieux, je suis déprimé. C'est la langue populaire, pour ainsi dire. C'est ce que Freud appelait notre mythologie populaire nécessaire, à savoir que les gens utilisent le psychologique subjectif pour parler. Je suis anxieux, je suis triste, je suis déprimé. Là, c'est vrai, ça existe comme ça. C'est ce que reçoit le médecin en consultation, n'est-ce pas? Docteur, je suis angoissé, je suis déprimé. Mais est-ce que ce sont des catégories, disons, qui tiennent aussi bien pour le neurobiologiste? Est-ce qu'on peut dire que le neurobiologiste travaille sur l'anxiété? Pas du tout. Il ne travaille pas sur l'anxiété. Pas plus que peut-être le psychanalyste travaille sur l'anxiété. Les situations sont différentes. Il est vrai qu'on ne peut pas aussi facilement reconstruire une nosographie cartésienne, disons, avec des nomenclatures qui ne sont peut-être plus adéquates. Et de ce point de vue, je crois que la prise en compte des psychotropes est certainement un avenir pour essayer de mieux voir, compte tenu de la finesse et de la force et de la puissance de ces médicaments qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. Et on le sait, c'est dangereux. C'est dangereux et même, je pourrais dire, il manque aujourd'hui de vrais prescripteurs dans ce domaine-là. Les prescripteurs ne sont pas encore formés à la connaissance du psychique par le médicament. Bon. Mais je n'aurai pas le temps vraiment de développer ça. Je vais essayer de donner quelques points de repère concernant les aspects historiques et épistémologiques de la question. Alors, je vais principalement aujourd'hui me préoccuper de cette question du cerveau telle qu'elle se pose à la fin du XIXe siècle, donc au début du XXe siècle, dans les travaux freudiens, dont je rappelle qu'ils sont des travaux scientifiques neurophysiologiques. Et si on met cela en regard avec des choses qui existent aujourd'hui, je pense en particulier notamment aux travaux d'Alain Prochians, qui est à la fois sensible à l'existence de la psychanalyse et en même temps
il fait le moins possible référence. Je veux dire que son petit livre sur la construction du cerveau est un livre qui convient bien, puisque c'est l'idée que, au fond, le cerveau se construit. N'est-ce pas, qu'il y a une plasticité dans la construction du cerveau. Donc, entre ces deux bornes, aujourd'hui et 1900, il faut voir certainement qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à éclairer notre question. Alors, quelques points de repère, si vous me permettez. J'essayerai d'être un peu synthétique, quitte à peut-être le développer autrement par écrit. Lorsque on peut dire en un certain sens que ce qui concerne le cerveau a fait l'objet d'un des principaux intérêts scientifiques de Freud depuis le début de sa carrière, et que, en un certain sens, il n'a jamais abandonné cet intérêt pour le cerveau. En 1914, quand il écrit son texte sur le mouvement, sur l'histoire du mouvement psychanalytique, il remarque que son attention, même son attention qui portait lors de son séjour parisien chez Charcot, qui portait sur la sexualité et l'étiologie des névroses, ça n'a jamais été coupé chez lui de sa préoccupation du cerveau, de l'anatomie du cerveau et de la production expérimentale, comme on disait à l'époque, de la paralysie hystérique. Je voudrais ici citer un nom qui n'est pas dans la biographie, parce que le nom de quelqu'un de très remarquable qui actuellement termine sa recherche sur tous ces travaux de Freud et qui s'appelle Chi-Chung Chen, qui vient de traduire en chinois le vocabulaire de psychanalyse, ça. Et Shen, S-H-E-N, dont je tiens à citer le nom, termine sa thèse avec moi et a fait un travail absolument remarquable qui sans doute sera publié ultérieurement, mais qui n'est pas encore soutenu. Alors, il a beaucoup travaillé sur cette période scientifique de Freud, et il m'est agréable de mentionner son nom. Lorsque, dans sa correspondance avec Fliss, Freud note en effet que l'anatomie du cerveau le préoccupe au premier plan, et le préoccupe au premier plan à la fois pour mieux comprendre la production des affections hystériques, le préoccupe au premier plan parce que ce qui ne lui convient pas, c'est le mode de localisation des activités psychiques au plan cérébral. Et c'est dans ces conditions qu'il prépare l'article sur le cerveau pour le lexique de Villaret, article sur lequel je reviendrai dans quelques instants. C'est le dictionnaire médical de Villaret, l'article sur le cerveau, et aussi est annoncé dans ce dictionnaire par Freud son travail très remarquable sur les aphasies, n'est-ce pas, traduit en français, n'est-ce pas, comme je l'ai indiqué dans la bibliographie. L'article de Freud sur le cerveau va bien sûr tomber dans l'oubli parce qu'il est considéré comme pré-analytique, pré-psychanalytique. Il y a tout un ensemble de recherches neurophysiologiques de Freud qui ne sont pas comptées dans les œuvres complètes psychanalytiques de Freud, pas même dans la traduction aujourd'hui, dans les œuvres complètes qui sont produites par les presses universitaires sous la direction de Jean Laplanche. Les textes
neurophysiologiques, en principe, ne figureront pas, n'est-ce pas ? Ce qui est dommage parce que ce sont tout de même des recherches qui ont ouvert la voie à un certain nombre de formulations, y compris des formulations métapsychologiques. Le souci de Freud va être, à ce moment-là, d'abord d'opérer une critique de la théorie de Meinert, qui était à l'époque le grand savant, n'est-ce pas, qui parlait de la structure du cerveau, et d'avancer un certain nombre de choses, notamment dans la perspective physiologico-psychologique, qui constitue en quelque sorte la base du raisonnement de Freud. Ce qui importe à Freud, c'est comment l'association d'éléments psychiques se fait dans une conception du modèle des fonctions cérébrales. Et en 1895, dans l'esquisse de psychologie scientifique, Freud reprendra un certain nombre de choses qui concernent les conditions d'un modèle du cerveau qui rendent possible la pensée du psychique. Ce n'est pas un parallélisme, exactement. Ce n'est pas un parallélisme, c'est quelles sont les représentations du cerveau, quelle est la conception du cerveau qui nous permet de penser le psychique. Vous voyez le décalage par rapport à des auteurs du XIXe siècle qui essayaient en effet de localiser une activité, une aire cérébrale, et de désigner cette aire cérébrale localisée comme productrice d'une activité mentale. Pour Freud, ce n'est pas le problème. Le problème est de réfléchir, c'est en cela qu'il est novateur, de réfléchir sur quelle est la conception du cerveau qui permette de penser ce qu'on appelle le psychique, ce qu'on peut appeler le psychique au sens large du terme. Ainsi, on a souvent fait le reproche à Freud de vouloir repartir et y compris dans sa métapsychologie et dans l'interprétation des rêves, repartir d'un modèle qui est au fond un modèle du réflexe. Il y a cette idée que Freud considérerait que le phénomène psychique est concomitant aux événements physiques qui sont eux-mêmes la connexion intermédiaire d'une chaîne d'événements matériels partant de la stimulation des organes sensoriels et se terminant en mouvement. Je vous demande de remarquer cela parce que le modèle réflexe chez Freud, qui n'est pas du tout pavlovien, le modèle réflexe chez Freud va se retrouver en effet comme modèle susceptible d'être un modèle physiologique, avec une entrée sensorielle et une sortie motrice, donc typiquement le modèle réflexe. Mais ce modèle réflexe sur lequel il s'appuie, ce modèle réflexe est propre à contribuer à une conception du psychique. La preuve en est donnée par le texte de l'interprétation des rêves, qui concerne en effet la grande découverte de la psychanalyse, 1900, la grande découverte de la psychanalyse. Dans le chapitre 7 de l'interprétation des rêves, Freud élabore la théorie, disons, de l'appareil psychique qu'il avait commencé à évoquer dans l'esquisse de psychologie scientifique. Freud élabore une théorie de l'appareil psychique, comment fonctionne
le psychique et comment notamment concevoir ce qu'on appelle la régression, et la régression qu'il appelle topique, et quels sont, ce qui n'est pas spécifiquement dans l'interprétation réelle, quelles sont les conditions qui permettraient d'avoir un modèle du cerveau qui rende possible une telle conception de l'activité psychique. Freud distingue dans le cortex, quelques remarques, n'est-ce pas, Freud distingue dans le cortex des fibres d'association qui sont distinctes du reste du système. Le cortex serait la partie du système qui est modifiée par l'influx de l'excitation provenant des organes sensoriels pendant la vie de l'individu. Lorsqu'on a publié la correspondance complète, Messenach, publié en 1985, la correspondance complète Freud-Fliess, ce qui se révèle, c'est l'existence d'un manuscrit de Freud portant le titre « Introduction critique à la pathologie nerveuse ». L'auteur, enfin l'éditeur plutôt, de la correspondance complète Freud-Fliess pense que ce manuscrit serait identique au travail de Freud sur l'anatomie du cerveau, anatomie du cerveau qui est constamment mentionnée dans les lettres à Fliess. Ce manuscrit a plusieurs points de commun avec l'article sur le cerveau, et ce qui importe pour Freud, c'est en effet de se situer au niveau de ce qu'on appelle à ce moment-là une neuropathologie. Neuropathologie qui, à l'époque de Freud, ne désigne pas simplement une section de la pathologie, un domaine de la pathologie, mais, c'est-à-dire investigation des altérations des tissus nerveux, mais qui va désigner plutôt une discipline, et une discipline qui a pour objet d'étude les sites et les types de lésions cérébrales, à l'intention finale de mettre en relation les fonctions cérébrales perturbées et le comportement. Ainsi, comme le fait remarquer l'auteur que j'ai cité tout à l'heure, Chen, la neuropathologie est une discipline qui tente de trouver la solution de l'une des plus anciennes et des plus inquiétantes questions de l'homme, celle de la relation entre l'âme et le corps. De ce point de vue, tout ce qui concerne à ce moment-là les travaux de Freud dans ce champ, y compris cet article sur le cerveau du dictionnaire médical de Villaret, dictionnaire médical 1888. Tout ce qui concerne chez Freud ces recherches sur le cerveau ont pour intérêt majeur d'abord de constituer une présentation critique des travaux antérieurs qui existent. On le sait par exemple tout particulièrement lorsque dans son travail sur les aphasies, il va faire une critique de Wernicke, de la conception localisationniste de Wernicke, et Freud, au fond, quand on lui reconnaît ici un grand mérite dans cette initiation d'une neuropsychologie dynamique, ce qu'on veut signaler, c'est surtout qu'il indique en quoi, tant qu'on serait dans une représentation localisationniste du cerveau, on ne pourrait pas avoir les moyens de penser valablement ce qui se passe au domaine psychique. Alors pour Freud, je signale, il reprend les choses qui sont la mémoire, le langage, etc., sur les grandes questions qui occupent les travaux de l'époque et qui occupent bien sûr aussi
la neuropathologie clinique, si je puis dire, puisque on observe des déficits de langage, des déficits de mémoire, des déficits d'attention. Je vais essayer de... Je vois que le temps passe vite, j'essaye de vous donner l'essentiel. Enfin, ce qui compte ici, c'est aussi ce qui correspond à une vue profondément évolutionniste du système nerveux chez Freud. C'est-à-dire, on a souvent parlé, n'est-ce pas, du darwinisme freudien. Oui, Freud dit le grand Darwin. Oui, il reconnaît une dette à l'égard de Darwin. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir en quoi Freud, on peut dire, invente son darwinisme. Produit un darwinisme qui deviendra un darwinisme freudien ou un évolutionnisme freudien. Je renvoie ici au travail de Ritvo qui porte sur Darwin et Freud, publié en français, enfin traduit de l'américain en français aux éditions Gallimard. Donc l'évolutionnisme veut dire à ce moment-là pas seulement une conception, c'est quels sont les moyens que nous avons de faire apparaître, on pourrait dire aujourd'hui, une plasticité des formes. Une plasticité des formes. Parce que ce que Prochian s'appellerait sans doute une plasticité des formes. Ce que Ascher appellerait une plasticité. C'est-à-dire, il nous faut pour cela ne pas dogmatiser notre connaissance en ayant une représentation par trop fixiste du cerveau. Si on peut arriver à imaginer que le cerveau se construit, si on peut imaginer que le cerveau extrêmement complexe bénéficie de cette complexité ou fait bénéficier la vie psychique de cette complexité, si on peut imaginer en effet que le cerveau a une telle complexité qu'il devient extrêmement mobile, à ce moment-là, au fond, on peut constituer une science du psychique. Je vais vous faire remarquer cela parce qu'on ne peut pas constituer, je vais prendre les choses à l'envers, on ne peut pas constituer une science du psychique si le cerveau appartient à une représentation qui serait par trop localisationniste des fonctions. Et à ce moment-là, bien sûr, on revient en quelque sorte à une idée quasi moniste que le cerveau produit dans ses activités, dans sa capacité, des activités mentales ou comportementales, alors que Freud ne se situe pas de ce côté-là. Il se situe bien à partir, c'est bien la connaissance clinique du psychique, avec l'hystérie notamment, c'est bien la connaissance clinique du psychique, le mot psychique a toute son importance, c'est bien une telle connaissance qui contraint Freud à travailler sur un modèle du cerveau. Et il est remarquable d'ailleurs que ce fameux article que vous aurez de peine à... Enfin, tant que Chêne n'a pas publié son travail, vous aurez peine à sans doute avoir accès à cet article de Freud de l'encyclopédie de Villaret. Il est intéressant, entre autres, ou en outre, d'indiquer comment cette description, dans cet article de l'évolution du cerveau, se fait à partir de son état embryonnaire. C'est-à-dire Freud a besoin de commencer par une embryologie, si je puis dire, du cerveau. Et ce sera ensuite suivi d'un exposé morphologique, anatomique, des différentes parties ou différentes zones du cerveau. Et au cours de sa présentation, Freud demande à ses lecteurs de se représenter, c'est très amusant, de se représenter un cerveau frais sous la main. Freud intègre dans son exposé de nouvelles acquisitions
du domaine de l'anatomie cérébrale et les résultats de ses propres recherches anatomo-histologiques de l'autre. Mais il le fait déjà avec certaines vues qui sont, pourrait-on dire, des vues cliniques. Une petite parenthèse ici, à propos de neurosciences et psychanalyse, on peut se demander si une partie silencieuse, si je puis dire, de la polémique ou du débat entre neurosciences et psychanalyse ne tient pas à quelque chose qui serait ceci. En principe, le psychanalyste a une expérience clinique d'un cas sur une très longue durée et de façon qui n'existe nulle part ailleurs, n'est-ce pas? On peut se demander, en effet, si certains neuroscientifiques, je pense même à Kandel à certains égards, n'est-ce pas? Prix Nobel récent qui fait souvent état de la psychanalyse, on peut se demander si, dans les neurosciences, une question n'est pas posée, et qui serait celle-ci, les neurosciences ayant quitté une clinique, n'est-ce pas? C'est-à-dire condamnées en quelque sorte. Certes, il y a la clinique des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, etc. Chez Marc Jeanneraud, par exemple, Marc Jeanneraud n'oublie jamais une certaine référence à la clinique. Mais il faut bien reconnaître que les développements des neurosciences se font aujourd'hui beaucoup plus en laboratoire, hein, et sont peu en rapport avec la clinique, alors on dirait psychiatrique, mais la clinique psychiatrique, d'une certaine façon, est elle-même soumise aux neurosciences. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des possibilités de livrer des observations de troubles psychiques et de les livrer de façon suffisamment éclairée et éclairante, de telle sorte que le neuroscientifique s'y intéresse? Alors, cet aspect-là, chez Freud, n'est pas du tout absent. Je veux dire qu'il est en même temps qu'il est un neurophysiologiste, il est porté à certaines questions, il est déjà porté à certaines questions qui concernent sa clinique psychopathologique. Il y aurait beaucoup de choses à développer, en particulier sur la façon dont Freud aborde la critique de certains auteurs comme Wernicke et comme Maillet. J'en viens à ce qui pourrait se considérer comme modèle freudien du cerveau. Freud conçoit le cerveau comme un organe qui fonctionne donc de manière réflexe et dont la fonction consiste à transformer des excitations reçues en l'impulsion de mouvements appropriés. Je cite Freud. Le cerveau est un organe, et cet organe, dans lequel les excitations centripètent, alimentées par les voies sensorielles de la moelle épinière et à travers les portes des sens supérieurs, sont converties en impulsions du mouvement centrifuge coordonné et approprié. Cette partie de la fonction cérébrale peut être reconduite suivant le schéma général du réflexe, de nouveau il insiste là-dessus, un simple enchaînement causal d'un événement mécanique. Alors, ce qui va être intéressant, et Jeanneraud, dans ses travaux sur l'information inconsciente, vous savez que le terme, la notion d'inconscient a été longuement discutée par certains auteurs, mais Jeanneraud me paraît être celui qui fait le mieux la distinction entre un inconscient qu'on pourrait appeler cognitif, n'est-ce pas, et un inconscient du désir, si vous voulez, un inconscient affectif, pour dire vite. Freud souligne que, simultanément avec cet enchaînement mécanique du réflexe, peuvent apparaître des phénomènes
qui ne sont explicables par aucun mécanisme physiologique du cerveau. Ce seront alors les états conscients. Les états conscients dont il dit qu'ils ne sont accessibles que par l'introspection. Et la connexion entre les changements de la conscience et ceux d'état physique du cerveau fait du cerveau l'organe de l'activité psychique. L'activité, alors Freud emploie un mot assez surprenant dans ce contexte, puisqu'il emploie le mot seelisch, c'est-à-dire animique, de l'âme, n'est-ce pas? Comme il dit appareil d'âme, n'est-ce pas? Ou traitement d'âme, psychische, ou seelische, n'est-ce pas? Équivalent du mot psychique. Ce qui est important, c'est donc, au fond, les choses sont claires bien avant 1900, il s'agit de faire du cerveau, n'est-ce pas, l'organe réflexe, l'organe reposant sur une théorie réflexe, rendant possible l'activité animique et pas simplement mentale. Cette conception qu'on pourrait considérer comme paralléliste de Freud montre qu'il n'accepte pas du tout les idées qui seraient systématiquement causales, et c'était le cas dans la neurologie et la psychiatrie de l'époque, et notamment idée selon laquelle les états de conscience, ce qui est de l'ordre de l'individualité, ce qui est de l'ordre du moi, ce qui est de l'ordre de la pensée, ce qui est de l'ordre du souvenir, les états de conscience pourraient être définis en termes d'états corticaux ou d'excitation du cortex. En effet, à cette époque-là, mais ce n'est pas inintéressant de voir cela avec une conception, je ne dirais pas que c'est celle de Changeux, mais une conception qui tendrait à faire découler un certain nombre d'activités de conscience, disons, d'une activité corticale repérée, et bien sûr, Changeux ne dit pas les choses à la légère. Pour Freud, les états de conscience ne dépendent pas entièrement des modifications. Il y a bien des modifications matérielles du cerveau, mais ne dépendent pas entièrement des modifications matérielles du cerveau. Un même élément cérébral qui a lieu à différents moments, et là on voit très bien l'importance de la clinique de l'hystérie, un même élément cérébral qui a lieu à différents moments de la vie, peut une fois être accompagné d'un phénomène conscient et une autre fois non. Et les lois qui gouvernent ces phénomènes sont inconnues. Au cas où les états de conscience apparaissent, ils ne seraient saisissables que par voie psychologique, c'est-à-dire l'introspection. On ne peut pas les transcrire en termes de psychologie, dit-il. Mais, à l'époque, pour Freud, au fond, la véritable psychologie ne serait rien d'autre qu'une psychologie qui a été formulée par Fechner. Fechner qui essayait dans sa conception, dans sa psychologie, dans sa psychophysique, qui essayait de réaliser un modèle qui était en fait le modèle de Leibniz. Fechner se réclame de Leibniz, lequel Leibniz, Michel Serres avait fait sa thèse là-dessus autrefois, n'est-ce pas, lequel Leibniz s'intéresse aux états infraconscients. On ne parle pas d'inconscient, mais Leibniz, le philosophe Leibniz, s'intéresse aux états infraconscients dont il pourrait être pensé qu'ils correspondent, ces états infraconscients, à, on pourrait dire chez Fechner, à une activité du cerveau. Aux yeux de Freud, enfin je cite Fechner et je cite Leibniz, parce que d'abord, Fechner fait l'objet d'une salutation particulière de la part de Freud, le grand Fechner, dans l'interprétation des rêves, il dit cela.
mais c'est aussi, n'est-ce pas, c'est aussi parce qu'il y a là il y a eu un travail dont je n'ai plus retrouvé la référence, qui a été fait à Columbia, je crois, un travail qui porte précisément sur l'importance de Leibniz comme, on pourrait dire, comme inspirateur de cette psychologie qui était la psychophysique, mais psychologie prise dans, disons, dans la dignité du terme, n'est-ce pas? Puisque cette psychologie est destinée à pouvoir observer des phénomènes objectifs, qui ne sont pas du même ordre que ce qui relève de l'introspection. Alors, je parcours un peu vite. C'est-à-dire, ce qu'il va falloir situer, c'est en quoi Freud, bien avant 1900, c'est-à-dire autour de 1888-1890, conçoit les processus psychiques en dessous du seuil de la conscience, et bien sûr, cela donnera lieu à la première topique, disons, avec notamment la place qui est accordée au phénomène préconscient par rapport, au fond, à l'inconscient qui est toujours, au fond, à conjecturer, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir accès à ce qu'on appelle l'inconscient autrement que dans la situation, disons, qui est celle de la psychanalyse. Alors, le débat va rebondir certainement lorsqu'on essayera, je pense notamment au travail de Gauchet, n'est-ce pas? Au travail de Gauchet sur, je crois que ça s'appelle l'inconscient cérébral, il me semble. Le débat rebondira avec la question de savoir si le terme d'inconscient, repris aujourd'hui dans un sens très largement philosophique, a une exclusivité psychanalytique ou pas. Bien évidemment, c'est là-dessus qu'au fond, les débats les plus aigus ont pu s'ouvrir. Alors, je vais vite, là, pour conclure ce premier cours. Ce qui va nous importer, n'est-ce pas, c'est dans cette conception que Freud se fait du cerveau, ce qui va nous importer, c'est tout de même qu'à partir notamment du texte sur les aphasies, il va élaborer toute une théorie de la mémoire et du langage, et notamment en mettant en évidence, à partir de la notion de trace mnésique inconsciente, non pas des engrammes qui seraient inscrits dans une substance cérébrale, mais les traces mnésiques inconscientes sont pensables à partir de cette idée que ce qui est de l'ordre de la mémoire ne peut relever, au fond, que du développement du langage. Alors, on est là devant un problème à un certain moment où, au fond, le cerveau de la psychanalyse ne peut pas être autrement que construit fictivement, à partir de l'expérience que l'on peut avoir, disons, des actes manqués, des lapsus, du rêve, etc. Ce qui rend vraisemblablement impossible un débat à ce moment-là sur une tentative de modélisation de modélisation corticale de l'inconscient. Je repense au travail qui a été fait par un instant je vais vous donner la référence. Enfin, le travail qui a été produit par Tassin. Je rappelle l'article de Tassin qui est extrêmement intéressant
peut-on trouver un lien entre l'inconscient psychanalytique et les connaissances actuelles en neurobiologie? Article paru en 1989, je crois, dans Neuropsy, où Tassin développe une tentative de modélisation neurobiologique. Il s'inspire des modèles qui sont ceux des bassins tracteurs et tente à ce moment-là de construire en effet un modèle du cerveau qui pourrait être le modèle pour penser l'inconscient. Alors c'est là où il faut faire très attention parce que une telle tentative, aussi intéressante qu'elle soit, une telle tentative se heurte aussitôt à cette difficulté, n'est-ce pas, que toute modélisation scientifique est en un certain sens inacceptable par ce qu'on appelle modèle en psychanalyse. Je veux dire que le mot modèle en neurosciences et le mot modèle en psychanalyse, ce ne sont pas les mêmes significations. Pour Freud, la fiction du modèle, l'aspect fictif du modèle, l'autorise à des hypothèses d'ordre biologique et parfois fulgurantes. Comme disait Jean-Didier Vincent, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le premier Freud, mais ce sont les visions du dernier Freud, où la biologie freudienne est en quelque sorte rendue à son imagination, par le jeu des métaphores. Je pense ici au texte au-delà du principe de plaisir. Donc, Jean-Didier Vincent avait certainement raison de se dire, au fond, nous, aujourd'hui neurobiologistes, nous sommes peu enclins à aller chercher chez le premier Freud un pré-modèle de construction du cerveau. Par contre, on comprend très bien que vous, psychanalystes, vous vous y intéressiez, d'autant que vous avez là les bases de la métapsychologie freudienne. Mais nous, biologistes, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le dernier Freud, c'est-à-dire celui qui a, en quelque sorte, des avancées fictionnelles. Vous voyez, différents textes, notamment au-delà du principe de plaisir, et où il se préoccupe principalement du problème de la mort dans la vie. Alors, je conclus en un mot ce premier cours. Je n'ai donné que des repères extrêmement précaires, là, mais je crois que si on avait à développer cette question, à reformuler ces questions, c'est certainement repartir de cette épistémologie des connaissances qui sont celles du tout début de la psychanalyse. Et il n'est pas sûr, à ce moment-là, que repartant de cette épistémologie, on s'aperçoive que ce soit un inconvénient d'avoir une science neurobiologique ou neuropsychologique inadéquate. Après tout, la psychanalyse a toujours fait avec des sciences qui n'étaient pas les sciences, qui n'étaient pas, qui étaient très vite dépassées par les praticiens de ces sciences. C'est vrai, par exemple, pour l'ethnologie, c'est vrai pour l'anthropologie, c'est vrai pour la biologie. On ne peut pas supposer que ces sciences aient servi de base. Elles ont servi plutôt d'inspiration, de fiction, pas, pour penser le psychique, pour penser les pulsions, pour penser l'évolution du moi. Ces données, en l'occurrence biologiques, ne peuvent certainement pas être considérées comme les bases scientifiques sur lesquelles se construit la psychanalyse. Au fond, Laplanche avait raison à un certain moment de mettre en garde, Jean Laplanche, avait raison de mettre en garde contre tout ce qui pourrait être une vue biologisante de Freud, n'est-ce pas, ou neurobiologisante de Freud, ce qui, en effet, ce qu'il faisait remarquer aussi, c'était que la psychanalyse a toujours travaillé, même dès ses débuts, avec les compétences scientifiques de Freud, à travailler sur des restes scientifiques
qui servait plus de fonction de stimulation de fantasme ou de fiction que de base scientifique proprement dite. Moi, je m'en tiens là aujourd'hui.